Comment un avion peut-il descendre à seulement 6 pieds, soit 183 cm au-dessus du sol, à presque un mile entier de l'aéroport, sans que les pilotes ne s'en aperçoivent? C'est le mystère que je vais vous expliquer dans cette vidéo, alors restez à l'écoute. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est tirée d'un rapport intérimaire détaillé du BEA, Bureau d'enquête et d'analyse. J'ai choisi d'utiliser un rapport intérimaire plutôt qu'un rapport final, comme je le fais habituellement, parce que cette histoire souligne des leçons de sécurité cruciales que je tiens à partager avec vous. L'incident a eu lieu le 23 mai 2022 lors d'un vol entre Stockholm-Arlanda en Suède et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en France. L'avion qui était piloté était un Airbus A320 de 23 ans exploité par une compagnie aérienne maltaise appelée Airhub Airlines. Et il fonctionnait dans le cadre d'un contrat de location dit ACMI pour Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance avec Norwegian Air Shuttle. Un contrat de location ACMI, aussi appelé Wet Lease, signifie essentiellement que la compagnie qui loue l'avion, dans ce cas Airhub Airlines, fournit à la compagnie locataire non seulement l'avion, mais aussi l'équipage, la maintenance et l'assurance. En résumé, elle prend en charge pratiquement toute l'exploitation de l'appareil. Donc, les billets que les passagers auraient achetés auraient été avec Norwegian Air Shuttle, mais la compagnie qui faisait réellement tout était Airhub Airlines. Et dans le rapport médiatique qui a été publié après la sortie de ce rapport intérimaire, cela n'a pas été très clair. Quoi qu'il en soit, les deux pilotes de ce vol étaient employés par Airhub Airlines. Ils ont entamé la journée comme d'habitude avec la préparation pré-vol et la vérification météo. Des NOTAMs concernant la route, la météo et les calculs de carburant. L'âge et l'expérience des pilotes sont inconnus, car cela est basé sur un rapport intérimaire, comme mentionné précédemment. Cependant, nous savons que la météo sur leur trajet était plutôt agréable et aucun problème n'était prévu. À leur destination, l'aéroport de Paris, la météo semblait correcte avec quelques nuages épars à 1500 pieds, une bonne visibilité et des vents légers de l'ouest. Mais mentionnant également quelques averses temporaires et une activité de cumulonimbus autour de l'aéroport, ces types de nuages et d'averses sont très courants en Europe à cette période de l'année et ne préoccupent généralement pas beaucoup les pilotes, tant qu'ils ne sont pas fréquents ou prévus en même temps que des orages ou de la grêle. Parce qu'ils ont tendance à être de nature très transitoire, ils ont tendance à s'éloigner très rapidement, et même s'ils ne le font pas tant que c'est seulement de la pluie, comme les avions ne sont pas en sucre, on peut les traverser directement. Donc les pilotes n'auraient pas beaucoup pensé à cela, mais dans ce cas, ils vont en fait jouer un rôle assez important. Une fois leur préparation terminée, les pilotes ont informé l'équipage de cabine et ensemble, ils se sont dirigés vers l'avion. Ils ont décidé que le commandant de bord serait le pilote aux commandes pour la première étape et que le copilote serait le pilote surveillant. Ensuite, ils échangeraient les rôles. C'est quelque chose que nous faisons normalement alors que nous essayons d'obtenir une quantité égale d'exposition à ces deux rôles pendant une journée donnée. Le commandant a vérifié l'état technique de l'avion qui a été trouvé en parfait état de fonctionnement et puis il a commencé à faire la préparation avant le vol pendant que le copilote faisait le tour de l'avion. L'équipage de cabine a fini l'inspection de sécurité de l'avion puis a commencé à embarquer les passagers. Une fois terminé, l'équipage de cabine a informé le pilote que la cabine était prête. Le pilote a fini sa préparation pré-vol et a demandé l'autorisation de pushback et de démarrage depuis la porte à Stockholm-Arlanda. À ce moment, l'avion comptait 2 pilotes, 4 membres d'équipage et 172 passagers. L'appareil a roulé normalement au sol et à 09h30 UTC, soit 11h30 heure locale. Le vol Norwegian Air Shuttle, numéro 4311 avec l'indicatif d'appel Rednose 4311 a décollé de la piste 08 à Stockholm-Arlanda et a commencé à monter en direction du sud-ouest, vers Paris. Le vol s'est déroulé normalement jusqu'à ce que l'avion survole l'espace aérien néerlandais près d'Amsterdam. Le commandant de bord a remis les commandes à son copilote pour commencer à préparer, mettre en place et informer sur l'arrivée et l'approche à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La première chose qu'il a faite a été de basculer sa deuxième radio sur la fréquence de l'Automatic Terminal Information Service. Pour Charles de Gaulle, afin d'écouter les dernières informations d'arrivée et météorologiques, voici comment il a reçu l'information. Ceci est l'information Charles de Gaulle Oscar, enregistrée à l'heure. 10h50 UTC, la piste en service pour l'atterrissage est la piste 27 droite avec une approche Required Navigation Performance.
Niveau de transition 7.0, vent venant du 280 degrés à 10 nœuds. Visibilité 10 km. Nuages fragmentés à 1500 pieds, quelques cumulonimbus à 5000 pieds. Température 19, point de rosée 14 et QNH 1001. C'était un message Automatic Terminal Information Service assez classique qui indiquait en fait une météo plutôt favorable. À l'aérodrome, leur destination, la seule vraie menace était la présence de cumulonimbus ou de nuages orageux à 5000 pieds. Je souhaite que vous vous focalisiez sur la dernière partie de ce message, QNH 1001. C'est une valeur très importante car elle nous donne la pression de référence en hectopascal. Aux États-Unis, ils utilisent plutôt des pouces de mercure, mais nous devons entrer cette valeur dans nos altimètres barométriques afin qu'ils nous montrent la bonne altitude alors que nous arrivons à l'aéroport. Lorsque les avions volent à haute altitude, ce que l'on appelle les niveaux de vol, tous les pilotes règlent la même référence de pression qui est 1013,25 hectopascales. Et la raison pour laquelle nous faisons cela est que lorsque nous sommes à des niveaux plus élevés, nous sommes moins intéressés à savoir exactement à quelle hauteur nous sommes au-dessus du niveau de la mer. Et nous sommes plus intéressés à nous assurer que tous les avions qui volent autour de nous utilisent la même référence de pression afin que nous puissions maintenir la séparation d'altitude entre chaque avion individuel. Car la pression de l'air varie géographiquement partout sur le globe, il serait impossible pour un contrôle de la circulation de savoir quel réglage chaque avion individuel a, donc nous réglons tous la même chose. Mais bien sûr, à mesure que nous nous rapprochons de notre destination et que nous descendons, il devient beaucoup plus important pour nous de savoir à quelle hauteur nous sommes au-dessus des obstacles et au-dessus de notre aéroport d'atterrissage. Et c'est à ce moment-là que nous devons recevoir le réglage de la pression locale, qui dans ce cas était de 1001 hectopascal. Maintenant, la manière dont nous, les pilotes, obtenons officiellement cette référence de pression est par le contrôle aérien. Ils nous la donnent lorsqu'ils nous autorisent à passer d'un niveau de vol à une altitude plus tard. Mais nous pré-réglons généralement la valeur attendue que nous avons obtenue des informations Automatic Terminal Information Service, de sorte qu'il sera plus facile de simplement basculer lorsque nous obtenons cette autorisation. Maintenant, l'autre chose dont nous devons discuter avant d'aller plus loin est le type d'approche que ces pilotes préparent maintenant. Rappelez-vous, l'Automatic Terminal Information Service disait qu'il pouvait se préparer pour une approche RNP sur la piste de cette droite, n'est-ce pas? Eh bien, Required Navigation Performance signifie performance de navigation requise, et ces approches sont parfois également appelées approche Required Navigation Performance étroite. Et ils sont pilotés en utilisant le système Global Positioning System de l'avion, conjointement avec un système de surveillance de performance de navigation interne qui peut alerter l'équipage en cas de problème. En résumé, une approche RNP peut être réalisée sans assistance à la navigation basée à l'aéroport. Ces approches deviennent de plus en plus populaires maintenant car elles permettent à des aéroports plus petits qui pourraient ne pas être en mesure de se permettre un grand et coûteux système instrument landing system d'être installé. Pour disposer de toute façon d'un système d'approche instrumentale très précis, dans les grands aéroports comme Charles de Gaulle par exemple, les approches RNP sont généralement utilisées comme sauvegarde lorsque les systèmes Instrument Landing System ne fonctionnent pas ou sont en maintenance. Et c'est exactement ce qui se passait ce jour-là en particulier. Maintenant, parce que les approches RNP sont effectuées à l'aide de systèmes internes plutôt que de faisceaux externes, il est très important que tous ces systèmes internes soient correctement configurés avant que l'approche ne soit effectuée. Comme mentionné précédemment, la navigation de zone ou la partie Required Navigation Performance de ce type d'approche comprend un système intégré qui surveille la précision du Global Positioning System. Et sur le segment d'approche, il a une tolérance d'environ 0,3 milles nautiques. Et si le système Global Positioning System ne peut pas maintenir cela, il sera indiqué au pilote. Nous arrêterons l'approche si cela se produit. C'est juste la partie de navigation horizontale de ces approches. Le chemin vertical est construit sur des altitudes qui sont définies à un point Required Navigation Performance, donné suivant généralement une pente de descente d'environ 3 degrés. Pour que ce type d'approche soit précis, il est très important que la bonne pression barométrique soit introduite dans les altimètres barométriques. Le commandant de bord a donc informé son copilote de la manière dont il comptait effectuer cette approche.
L'altitude minimale de descente était de 752 pieds, soit environ 250 pieds au-dessus du sol. Mais la politique de la compagnie aérienne était d'ajouter 50 pieds à cela. Donc la valeur qu'ils ont réellement mise dans leur sélecteur minima était de 802 pieds. La compagnie aérienne avait une politique d'ajout de 50 pieds en raison d'une technicité obligatoire lorsque nous volons avec des approches non précises. Quand nous effectuons une approche de précision, comme un système d'atterrissage aux instruments, un Instrument Landing System, nous descendons jusqu'à un minima. C'est ce qu'on appelle une hauteur de décision. Si à la hauteur de décision, nous n'avons pas les références visuelles nécessaires, nous exécuterons la procédure de remise des gaz. Mais dans le cadre de la procédure de remise des gaz, nous sommes autorisés à descendre momentanément en dessous de la hauteur de décision. Cela se produira à chaque fois car l'avion a beaucoup d'inertie. Depuis le moment où nous décidons d'accélérer jusqu'à ce que l'avion commence à monter. Cela prend quelques secondes et vous perdez quelques pieds en le faisant. Maintenant, lorsqu'on effectue une approche de non-précision, en raison de la nature moins précise de la navigation impliquée, nous n'avons pas le droit de descendre en dessous de l'altitude minimale de descente. En revanche, lors d'une approche de précision, nous avons une hauteur de décision. Lors d'une approche précise, l'altitude minimale de descente correspond à une hauteur de décision. Sur une approche non précise, nous avons une MDA, minimum descent altitude. Mais parce que les compagnies aériennes veulent que les pilotes exécutent les remises en vol en utilisant la même procédure, ils ajoutent 40 ou 50 pieds à l'altitude minimale de descente. Ainsi, quand les pilotes entendent l'appel des minimums sur une approche non précise, ils peuvent exécuter la remise en vol exactement comme sur l'Instrument Landing System. Et même si l'avion continue de descendre un peu, ils ne transgresseront pas l'altitude minimale de descente. Quoi qu'il en soit, lorsque le commandant de bord a terminé son briefing, il a fait une annonce aux passagers. Et après cela, le copilote a demandé la descente au contrôle aérien. Ils ont reçu plusieurs autorisations de descente et changé de fréquence plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient finalement en contact avec le contrôle d'approche de Charles de Gaulle. Maintenant, c'est ici que les choses commencent à mal tourner. À 11h32 minutes et 24 secondes, le copilote a pris contact et s'est enregistré auprès du contrôle d'approche de Charles de Gaulle. Le contrôleur a répondu par le message suivant « Red Nose 4311, bonjour, descendez à 6000 pieds, QNH 1011 ». Le copilote a répondu « 6000 pieds, QNH 1011 1011 ». Red Nose 4311, avez-vous bien reçu ? La pression qu'ils avaient reçue plus tôt via l'Automatic Terminal Information Service était un 001. Mais la pression qu'ils viennent d'obtenir maintenant, la pression officielle du contrôleur était de 1011, ce qui est une pression incorrecte. Le retour audio suggère que le copilote était hésitant concernant la valeur, ce qui explique probablement sa répétition. Il est probable que les pilotes aient pré-réglé un 001 pour pouvoir le modifier rapidement et qu'ils aient maintenant dû l'augmenter de 10 hectopascales. Mais il n'en a pas douté et il est possible qu'il ait pensé qu'ils avaient simplement mal entendu le bulletin Automatic Terminal Information Service plus tôt. 2 minutes plus tard, le même contrôleur autorise l'avion à revenir à 5000 pieds au centre, répétant la valeur de pression erronée. Cette erreur est survenue pour une raison inconnue, mais cela arrive parfois. Les gens ont tendance à inverser les chiffres. Donc, par exemple, un QNH 1020 peut devenir un QNH 1002. Dans ce cas, l'indicatif d'appel Red Nose 4311 se terminait par 11, ce qui pourrait expliquer cette confusion. Mais pourquoi est-ce si important ? Comme mentionné, le réglage correct de la pression est crucial pour que les pilotes connaissent leur altitude exacte. Un hectopascal représente environ 28 pieds. Donc si vous faites une erreur de 10 hectopascales, cela représente une erreur d'altitude de 280 pieds. Et souvenez-vous, l'altitude minimale de descente sur l'approche qu'il s'apprête à effectuer n'est que de 360 pieds au-dessus du sol. Une minute après que le contrôleur ait autorisé Red Nose 4311 à descendre à 5000 pieds. Il appelle un avion EasyJet qui est devant le Red Nose dans la file d'attente d'approche. Il demande à l'appareil EasyJet de poursuivre jusqu'au point de cheminement appelé Papa Golf 650 et de descendre à 5000 pieds en utilisant le QNH 1011.
Mais la différence ici, c'est que lorsque l'appareil EasyJet a répété l'autorisation, il a dit « Nous continuerons jusqu'à Papa Golf 650 en descendant à 5000 pieds, QNH 1001 ». Donc, ils ont effectivement répété le bon QNH, même si le contrôleur d'approche leur avait donné le mauvais. Cette différence dans la répétition de l'autorisation n'a été remarquée ni par le contrôleur d'approche, ni par les pilotes de Red-Nose 4311. Une minute plus tard, le même contrôleur autorise un équipage d'Air France à descendre à 5000 pieds, cette fois en utilisant le QNH correct de 1001. Cela a été répété par l'équipage d'Air France, mais malheureusement, tout ce message a été fait en français. Donc nos pilotes sur le Red-Nose 4311 n'ont pas eu la chance de capter cela. Red-Nose 4311 est maintenant autorisé à approcher. Ils commencent à configurer leur appareil, sélectionnent les volets 1, puis les volets 2, et à 11h, 36 minutes, 55 secondes, l'avion atteint son point de descente final pour l'approche RNP depuis la piste de cette droite. L'appareil commence alors à descendre en utilisant le pilote automatique qui suit la trajectoire de descente préprogrammée. Alors qu'ils commençaient leur descente. L'altitude indiquée que les pilotes pouvaient voir dans le cockpit était d'environ 4900 pieds, mais l'altitude réelle à laquelle se trouvait l'avion était de 4623 pieds. Ils étaient à 14,3 milles nautiques de la piste et avec une vitesse d'environ 180 nœuds. Un autre facteur que nous devons mentionner ici est qu'au moment où l'équipage a commencé son approche, un gros nuage de pluie s'était déplacé sur la ligne médiane prolongée, avec une pluie assez modérée à l'intérieur. Cela signifiait que l'équipage était maintenant complètement à l'intérieur du nuage et qu'il n'avait aucune référence visuelle, ni avec la piste, ni avec le sol en dessous d'eux. À cause de cela, le copilote lisait les distances par rapport aux vérifications d'altitude pendant qu'il descendait vers l'approche. Nos plaques d'approche donneraient des informations très précises, mile par mile, sur l'endroit où l'avion devrait être en termes d'altitude pendant qu'il descende le chemin d'approche. Et pendant que l'équipage effectuait ces vérifications, tout était parfaitement en ordre. Elles indiquaient qu'il se trouvait exactement là où il devait être. C'est ici que les vulnérabilités d'un système d'approche entièrement interne apparaissent. Parce que l'équipage avait réglé la pression de référence QNH incorrecte, cela signifiait que l'altitude et les altimètres indiquaient l'altitude correcte pour chacun de ces contrôles de distance qu'ils effectuaient, mais en réalité, ils étaient en fait 300 pieds plus bas qu'ils ne le pensaient. Si cette même erreur s'était produite lors d'une approche Instrument Landing System, la position physique du faisceau de pente de descente Instrument Landing System serait restée la même, peu importe le réglage de pression que les pilotes auraient mis sur leurs altimètres. Ils se seraient toujours verrouillés sur ce faisceau de pente de descente qui les aurait amenés vers la piste. Dans ce cas, s'ils avaient effectué des vérifications de distance par rapport à l'altitude, l'erreur aurait été très clairement mise en évidence. À 11h38 minutes et 9 secondes, l'avion est transféré au contrôleur de la tour nord de Charles de Gaulle. Le copilote appelle et le contrôleur de la tour les salue et autorise l'avion à atterrir. Piste de cette droite vent de surface, 260 degrés à 12 nœuds. À partir de ce point, il n'y a plus d'appel concernant le réglage de la pression. L'avion est toujours en descente à travers le nuage, mais à l'insu de l'équipage, le contrôleur de la tour a oublié d'allumer le système de lumière d'approche. Cela réduira davantage la probabilité que l'équipage établisse un contact visuel en s'approchant. Cela peut sembler vraiment étrange. Comment le contrôleur de la tour pourrait-il oublier de faire cela? Mais vous devez vous rappeler que tout cela s'est passé pendant les heures de jour. Et jusqu'à ce moment-là, la météo avait été très bonne et elle restait favorable au-dessus de l'aéroport. Cette averse et ce nuage dense étaient vraiment situés uniquement sur la trajectoire d'approche. C'est là que cet avion se trouvait maintenant. N'existe-t-il donc aucun contrôle que les pilotes auraient pu faire à l'approche pour identifier cette erreur? Oui, il y en a effectivement, mais il faut être vraiment concentré en tant que pilote pour le remarquer. À 11h38 minutes 44 secondes, l'altimètre radio de l'avion s'est activé et a annoncé une hauteur au sol de 2500 pieds. Cela devrait normalement se produire à environ 6 miles et demi du seuil de piste. Et si cela arrive plus tôt que prévu, c'est un indice pour les pilotes qu'ils sont peut-être beaucoup plus bas qu'ils ne le devraient. Et cela sert de rappel pour vérifier qu'ils ont bien réglé le bon QNH. Mais dans ce cas, les pilotes ne l'ont pas remarqué. Et à partir de ce moment, l'altitude radio était affichée sur les écrans de vol principaux des deux pilotes.
Les pilotes ont continué à configurer l'avion avec les volets en position pleine, et lorsqu'ils ont dépassé 1000 pieds d'altitude au-dessus du sol, l'altimètre radio a annoncé 1000. Ils étaient totalement stabilisés, avec tous les volets déployés et la checklist terminée. Ils avaient une vitesse de 139 nœuds, et pour les pilotes, tout semblait complètement normal. La seule chose qui sortait de l'ordinaire était la hauteur radio inférieure à la normale à la distance où ils se trouvaient de la piste. Mais aucun des pilotes ne l'avait remarqué, donc l'avion a simplement continué à descendre le long de sa trajectoire de descente préprogrammée vers son minima. Mais à présent, d'étranges événements surviennent dans la tour. Les deux tours de contrôle de l'aéroport Charles de Gaulle sont équipés d'un système d'alerte appelé MSAW. Cela signifie Minimum Safe Altitude Warning. Ce que fait essentiellement ce système, c'est qu'il a créé un carré de 64 000 nautiques autour de l'aéroport. À l'intérieur de ce carré, il a modélisé tous les différents obstacles, puis il a appliqué une marge de sécurité de 300 pieds au-dessus de ces obstacles. Si le système estime qu'un avion à l'intérieur de ce carré est sur une trajectoire pour entrer dans cette zone de sécurité et potentiellement heurter un obstacle, il émettra une alerte dans la tour, à la fois visuelle et sonore, avec un signal bip bip accompagné du message Terrain Alert. À 11h41 32 secondes, la première alerte MSAW a retenti dans la tour. L'avion se trouvait alors à une altitude indiquée de 891 pieds, qui, avec l'erreur d'altitude avec laquelle il volait maintenant, était en réalité une altitude de 601 pieds. Mais souvenez-vous, c'est au-dessus du niveau de la mer. Et en réalité, c'était une hauteur radar de 200 pieds. À une distance de 1,53 000 nautiques, soit 2,8 km de la limite d'atterrissage. L'avion continuait de descendre en suivant la trajectoire de descente, ce qui leur donnait une vitesse verticale d'environ 700 pieds par minute. Le contrôleur de la tour aurait dû contacter immédiatement les pilotes suite à l'avertissement MSAW selon la procédure correcte. Il les informe de l'alerte, leur demande de vérifier leur position et leur altitude, puis leur communique le réglage correct du QNH. Cela ne s'est pas produit. 9 secondes plus tard, l'avion était descendu à une altitude indiquée de 802 pieds, qui, si vous vous souvenez, était le minimum que les pilotes avaient fixé plus tôt. Comme les pilotes n'avaient pas de contact visuel avec la piste, le commandant a décidé d'effectuer une remise des gaz. L'avion est maintenant à 102 pieds au-dessus du sol, à une distance de 1,2 000 nautiques de la piste d'atterrissage. Mais souvenez-vous comment je vous ai dit que lorsque les pilotes commencent à effectuer la remise des gaz, l'avion continue de descendre un peu plus longtemps. Oui, cela se produit également maintenant. Donc, pendant que les pilotes prennent la décision de faire demi-tour et commencent à la fois à déconnecter le pilote automatique dans ce cas et à faire monter l'avion, l'avion continue sa descente et c'est à ce moment-là que le contrôleur de la tour contacte enfin l'appareil en disant « Red Nose, 4311, je viens d'avoir une alerte terrain. Tout va bien? Voyez-vous la piste ?» Les pilotes, concentrés sur la remise des gaz qu'ils venaient de décider, n'ont pas entendu ou répondu au message. 3 secondes plus tard, alors que le commandant de bord a fini de déplacer le levier de poussée en position Take-off Go Around, l'avion atteint sa hauteur indiquée la plus basse de 6 pieds au-dessus du sol. C'est 183 cm, essentiellement 2 cm de moins que ma taille. À une distance de 0,8 000 nautiques de la piste, 1,5 km, c'est incroyablement bas et heureusement, l'avion commence maintenant à monter. Mais l'histoire n'est pas finie. Rappelez-vous, ils ne sont pas encore au sol. Ce qui est curieux ici, c'est que les pilotes ont ensuite déclaré ne pas avoir reçu d'alerte GPBS ni d'annonce de l'altimètre radio, alors qu'ils auraient normalement dû en avoir à de telles altitudes radio aussi basses. Nous ne connaîtrons pas les raisons de cela faisant partie de l'enquête. Plus de détails seront probablement révélés lors de la publication du rapport final. Mais ma théorie personnelle est que cela a un lien avec une partie du système GPWS, appelé le Terrain Clearance Floor. La façon dont cette partie du système amélioré d'avertissement de proximité du sol fonctionne est qu'elle réduit la marge à laquelle vous obtiendrez un avertissement de proximité du sol. Plus vous vous rapprochez de la piste d'atterrissage active, et c'est logique, si vous y pensez, que cela est fait pour éviter les avertissements de nuisance lorsque vous vous apprêtez à atterrir. Mais le fait que cet incident se soit produit à 0,8 miles de la limite d'atterrissage pourrait potentiellement être la raison pour laquelle ces avertissements n'ont pas été activés.
L'absence des annonces de l'altimètre radio est effectivement étrange. Et nous allons devoir prendre les paroles des pilotes qui disent qu'ils ne l'ont pas entendu ici. Malheureusement, l'enregistreur vocal copié n'a pas été sauvegardé après cet incident. J'en dirai plus à ce sujet dans un instant. 10 secondes après l'enregistrement de la hauteur radio la plus basse. Le copilote a appelé le contrôleur de la tour et lui a signalé qu'ils effectuaient une remise des gaz et le contrôleur de la tour a répondu « Bien reçu, Red Nose 4311, tournez à droite au cap 360 degrés et montez à 5000 pieds, QNH 1001. » Finalement, la valeur correcte du QNH a été communiquée à l'équipage, mais malheureusement, le copilote a alors répété « Cap 360 degrés, montez vers 5000 pieds sur QNH 1011, Red Nose 4311. » Il ne fait que répéter le QNH incorrectement réglé qu'ils avaient déjà mis en place, et le contrôleur de la tour n'a pas détecté cette lecture erronée. Donc l'avion a simplement terminé le virage, se dirigeant vers le nord, a continué à monter jusqu'à 5000 pieds, toujours sur le mauvais réglage de pression. Le pilote automatique a été engagé et la checklist après décollage a été complétée, l'équipage se préparant pour une autre. Approche RNP sur la même piste au même moment, à la tour nord, à l'aéroport Charles de Gaulle. L'assistant contrôleur dans la tour sud qui s'occupait des autres pistes a remarqué que le feu d'approche pour la piste de cette droite n'avait pas été activé. Il a contacté son collègue, l'assistant dans la tour nord, et lui a parlé de cela. Et lorsque le contrôleur de la tour nord s'est rendu compte qu'il avait oublié d'allumer le système de balisage d'approche et qu'il avait également reçu une alerte MSOF. Il a été remplacé et l'assistant a pris sa place et un nouvel assistant de tour a été appelé. Pendant ce temps, l'avion avait été confié au contrôleur d'approche et était maintenant aligné pour sa prochaine approche. Rappelez-vous, les pilotes sont à ce stade complètement inconscients de l'incident grave dont ils ont fait partie. Dans leur esprit, ils venaient de réaliser une approche RNP normale, avec toutes les valeurs stabilisées, puis ont effectué une remise des gaz normale. Quand ils n'ont pas obtenu les références visuelles, ils n'avaient aucune idée de la proximité du sol. À ce moment-là, l'appareil maintenait déjà 5000 pieds, qui était l'altitude initiale pour débuter une autre approche RNP. Et pendant qu'il recevait des vecteurs, il n'y a plus eu de communication radio concernant le réglage du QNH. À partir de ce moment-là, l'équipage n'avait plus aucune occasion de se rendre compte qu'ils avaient de nouveau un mauvais réglage de QNH. Au lieu de cela, l'équipage s'est retrouvé exactement dans la même position qu'ils avaient été lors de la dernière approche, 300 pieds en dessous du profil lorsqu'ils ont initié la descente. Ils étaient toujours à l'intérieur du nuage à ce moment-là, et ils descendaient le long du chemin du nuage, alors qu'ils étaient à nouveau transférés au contrôleur de la tour nord. À 11h53 et 40 secondes, l'appareil a de nouveau été autorisé à atterrir sur la piste de cette droite. Et cette fois, le copilote a appelé la tour et lui a demandé de confirmer que l'éclairage d'approche était effectivement activé. Le contrôleur de la tour a confirmé cela 2 minutes plus tard. La prochaine alerte MSOS est déclenchée dans la tour. Le contrôleur de la tour, qui était l'assistant lors de l'approche précédente, a immédiatement appelé l'appareil en disant « Red Nose 4311, nous avons une alerte de proximité avec le terrain. Tout va bien ?» Une fois de plus, sans suivre la phraséologie correcte pour une alerte MSO. Mais à ce stade, le nuage de pluie et l'averse avaient finalement commencé à s'éloigner de la trajectoire finale d'approche. Ainsi, l'avion a percé les nuages et est devenu visible avec la piste d'atterrissage. Le copilote a donc répondu « Red Nose 4311, nous sommes sur la trajectoire et nous avons le visuel maintenant. » À peu près à ce moment-là, l'enregistreur de données de vol a indiqué que le pilote automatique avait été désengagé et que le manche à balai du commandant de bord avait été tiré vers l'arrière afin de cabrer l'appareil, probablement pour remonter vers un profil d'approche correct. Parce que, à partir de ce moment-là, s'ils venaient juste d'avoir le visuel, la situation visuelle leur aurait clairement indiqué qu'ils étaient bas, notamment avec l'aide des PAPI. Cela l'a sûrement aussi indiqué. 8 secondes après, les directeurs de vol ont aussi été coupés, et c'est probablement parce que les directeurs de vol auraient indiqué un chemin beaucoup plus bas en raison du réglage de pression incorrect. À ce moment-là, le pilote a également déclaré plus tard avoir vu les PAPI afficher 2 rouges, un rose et un blanc, ce qui indiquait qu'ils étaient presque revenus sur la trajectoire. Moins d'1 minute après, le vol 4311 de Norwegian Air Shuttle a atterri sans encombre sur la piste de cette droite. Le pilote dirige l'avion vers la porte,
Ils ont éteint le moteur et, malheureusement, ils n'ont pas actionné le disjoncteur du cockpit Voice Recorder pour préserver l'enregistrement des voix dans le cockpit. Et c'est probablement parce qu'à ce stade, les pilotes ne comprenaient toujours pas à quel point l'incident qu'ils venaient de traverser était grave. Comme mentionné, cet incident est toujours sous enquête et nous aurons probablement plus de détails une fois le rapport final du bureau d'enquête et d'analyse publié en France. Qui, soit dit en passant, rédige un certain des meilleurs rapports d'incidents et d'accidents que j'ai jamais rencontrés. J'ai décidé de faire cette vidéo basée sur le rapport intérimaire, ce que je ne fais jamais en raison de la qualité de sa rédaction, mais aussi parce que dans ce rapport intérimaire, il y a en réalité de très bonnes recommandations de sécurité que je veux partager avec vous avant la sortie du rapport final. L'erreur que cet équipage a rencontrée est ce que ma compagnie aérienne appelle une erreur de QNH. Et les conséquences potentiellement désastreuses de cela ont été identifiées il y a quelques années lorsque nous avons commencé à voler ces approches RNP. Il existe plusieurs excellentes techniques d'atténuation contre cette erreur, et l'une d'elles consiste pour le pilote surveillant à définir une valeur QNH anticipée sur son affichage de vol principal. Qu'ils obtiennent d'une source séparée, comme les informations météo transmises par la centrale de dispatching lors de la préparation du vol, par exemple. De cette façon, s'ils obtiennent une valeur très différente du contrôle aérien lorsqu'ils sont autorisés à une altitude, ils peuvent la contester. En utilisant la phrase correcte, confirmez QNH, ne dites pas confirmer QNH avec une valeur, dites simplement confirmer QNH, car de cette façon, il n'y aura pas de biais de confirmation. Une autre chose que nous avons tendance à faire est que peu importe à quel point la dernière valeur QNH nous a été donnée récemment, nous demandons toujours à confirmer le QNH avant de commencer l'approche. De cette façon, nous pouvons détecter toute erreur potentielle à ce stade. Dans le Boeing, nous avons aussi un instrument sur l'écran de navigation appelé l'affichage de situation verticale. C'est en fait le seul qui peut permettre de détecter une erreur de QNH, car la piste s'affiche trop bas par rapport au profil de vol, ce qui est un bon indice d'un mauvais réglage. Indiquant que nous avons effectivement une valeur QNH trop élevée définie, ou au-dessus du niveau du sol, montrant que nous avons une valeur QNH trop basse définie, ce qui comporte ses propres risques potentiels. Mais enfin, et probablement le point le plus important que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est combien il est important de surveiller activement la communication qui se passe entre les pilotes et le contrôleur aérien, et vice-versa. Si vous tombez sur une autorisation qui semble étrange ou une valeur que vous ne reconnaissez pas, posez la question. Il vaut toujours mieux faire un appel de trop que pas assez. Le rapport a également souligné qu'il y avait des malentendus parmi le personnel de contrôle aérien concernant les risques potentiels du vol, les approches RNP et les procédures correctes à suivre en cas d'alerte MSO. Maintenant, si vous voulez voir une histoire folle sur un vol où les pilotes ont failli s'écraser dans la mer 2 fois, regardez cette vidéo. Sinon, pour visionner en boucle des accidents et incidents, utilisez cette playlist. Si vous souhaitez soutenir notre travail sur cette chaîne, pensez à rejoindre notre charmante communauté Patreon. Nous avons des rencontres hebdomadaires et j'aimerais vous y voir. Ou vous pouvez aussi vous offrir quelques articles de merch. Passez une journée absolument fantastique et à la prochaine. Au revoir.